Kenya, le président Uhuru Kenyatta a installé la nouvelle législature mardi. Ni l'opposition, ni la Cour suprême n'y étaient. Le Burundi, accusé par l'ONU de crimes contre l'humanité, se défend. Le gouvernement rejette les accusations. Le président vénézuélien s'est dit mardi ouvert au dialogue avec l'opposition. Ce sera sous l'égide du Premier ministre espagnol et du président dominicain. Tout un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur Sika. Mesdames et messieurs, bienvenue. Mardi au Togo, il faut dire, le président de l'Assemblée nationale a approuvé la suspension de séances parlementaires, ce sur demande de l'opposition qui protestait contre l'ordre du jour qui n'abordait pas le projet de loi de réforme constitutionnelle. Suivez. Première étape d'une longue procédure avant une éventuelle adoption par le Parlement. Le test sera présenté ce mercredi. En effet, le président de l'Assemblée nationale togolaise a accordé la suspension de la séance parlementaire, affirmant que les députés n'avaient pas eu la maîtrise de l'ordre du jour. À ce sujet, le bureau et la conférence des présidents examineront demain, mercredi 13 septembre 2017, le projet de loi de révision constitutionnelle déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale par le gouvernement. À la même occasion, la proposition de loi de révision constitutionnelle déposée par les députés du parti ANC, dont l'examen avait été ajourné, sera remise sur la table de discussion des députés. La séance reprendra après la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, des groupes parlementaires et des commissions. Cette conférence prendra connaissance du texte afin d'élaborer un nouvel ordre du jour intégrant la réforme, d'après le principal parti de l'opposition, l'Alliance nationale pour le changement. L'objet serait d'affecter le texte, donc le projet de loi de révision constitutionnelle, introduit selon ce qu'on nous dit par le gouvernement, à la commission adéquate. Vous verrez les réactions qu'on aura lorsqu'on aura pris connaissance du test. L'opposition à l'ouverture de la session parlementaire avait dénoncé un ordre du jour qui ne devait aborder que les questions du budget 2018, alors que le pays a connu des manifestations massives populaires pour réclamer une limitation des mandats présidentiels, un scrutin à 2 tours et la démission du président Faure Gnassingbé. Même après cette conférence des présidents, la procédure sera encore longue. Le texte doit passer devant la commission des lois constitutionnelles qui soumettra ensuite un rapport final aux députés chargés de le voter. Se préoccuper de l'urgence du moment. L'opposition kenyane a boycotté la cérémonie d'installation de la nouvelle législature. En effet, le président Uhuru Kenyatta a officiellement ouvert mardi cette institution en s'exprimant devant le Parlement issu des élections du 8 août. C'est une tradition au Kenya que le président, chef de l'exécutif, prononce devant les 2 chambres du Parlement son discours de politique générale qui lui permet de fixer le programme législatif de son gouvernement. La Constitution impose normalement au président de convoquer le nouveau Parlement dans les 30 jours suivant une élection législative. Mais l'opposition estime que Kenyatta n'avait pas la légitimité pour le faire et a donc décidé de boycotter cette cérémonie. Les 7 juges de la Cour suprême qui traditionnellement y assistent n'y étaient pas. Aujourd'hui, Uhuru Kenyatta a officialisé l'ouverture du Parlement. C'est le 12e Parlement et pourtant, il a été ouvert par un président du Parlement précédent. En étant le président du 11e Parlement, il ne peut pas inaugurer le 12e Parlement. Le 12e Parlement est ouvert par le président du 12e Parlement. Ce qu'il doit faire aujourd'hui, c'est une alliance parlementaire avec le Jubilé Alliance. IEBC, nous sommes clairs avec vous. La Cour suprême de ce pays vous a trouvé incompétent. Et au lieu de prouver aux Kenyans et à la Cour suprême que vous avez raison, vous aggravez le problème.
now you're in fact compounding the problem. Mais le président fonce la tête baissée. Il a avancé vouloir assurer chaque Kenyan et le monde que chaque branche de ce gouvernement est en place et opérationnelle. Il n'y a pas de vide, pas de lacune. Pendant ce temps, les observateurs internationaux déployés au Kenya lors des dernières élections sont vilipendés de toutes parts depuis l'invalidation en justice de la réélection du président Uhuru Kenyatta. Accusés d'avoir trop rapidement donné leur bénédiction à une présidentielle entachée d'irrégularités, ils se défendent. Accusés d'avoir trop rapidement donné leur bénédiction à une présidentielle entachée d'irrégularités, les observateurs électoraux internationaux déployés au Kenya se défendent d'avoir avalisé l'ensemble du processus électoral. Vilipendés de toutes parts depuis l'invalidation en justice de la réélection du président Uhuru Kenyatta, ils admettent une communication ambiguë de leur part tout en regrettant une simplification de leur message par les médias et par un public kényan très polarisé par une opposition combative. Selon des analystes, les appels à la paix des observateurs et leur tonalité beaucoup trop positive ont résonné pour l'opposition comme des appels à son candidat Raila Odinga de concéder la défaite. Le 10 août dernier, 2 jours après la présidentielle, les chefs des missions avec en tête d'affiche l'ancien secrétaire d'État américain John Kerry représentant la Fondation Carter et l'ex-président sud-africain Thabo Mbeki pour l'Union africaine ont salué la bonne tenue des opérations de vote et loué le travail de la commission électorale kenyane. Certains parmi ces observateurs ont relevé quelques irrégularités, d'autres se sont inquiétés du manque de transparence du système électronique ou condamné l'usage de fonds publics pendant la campagne. L'ONU accuse le Burundi de crimes contre l'humanité, mais le gouvernement burundais rejette ces accusations, estimant que le rapport des enquêteurs a été présenté à la Cour pénale internationale et est partial, manipulé et orienté politiquement. Crimes contre l'humanité et autres atrocités commis par les autorités au Burundi. Des enquêteurs de l'ONU exhortent la Cour pénale internationale à enquêter de toute urgence sur ce dossier. Le président de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi a, au cours d'une conférence de presse, affirmé qu'il s'agit d'actes perpétrés dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre la population civile et rentre dans le cadre d'une politique de l'État burundais. Le gouvernement burundais a réagi en dénonçant un complot occidental qui restera sans effet. Il convient de rappeler que celle-ci, donc cette commission, a été créée irrégulièrement par la résolution 33-24 du Conseil des droits de l'homme, qui a été adoptée par forcing le 30 septembre 2016, malgré le désaccord total avec le gouvernement du Burundi, dont la version des faits n'avait pas été tenue en considération avant son adoption. Il s'agissait donc d'une véritable course contre la montre qui couvrait à peine un agenda caché. Les preuves sont désormais réunies que cette commission a été créée en réalité au fin de mettre en marche la Cour pénale internationale contre le Burundi, alors que ce dernier a officiellement signifié son retrait de cette Cour à cause justement de la politisation constatée des rapports sur lesquels elle se base pour s'intéresser à des pays ou en ignorer d'autres. Le gouvernement du Burundi estime que ce rapport est partial, manipulé, orienté politiquement et par conséquent inacceptable. L'opposition a espéré l'ouverture d'une nouvelle ère d'espoir pour mettre fin à l'impunité au Burundi. De mémoire, le Burundi a notifié sa décision de se retirer de la CPI le 27 octobre 2016. Ce retrait étant effectif un an après, la Cour pénale internationale a jusqu'au 27 octobre pour ouvrir une enquête de son propre chef. Passé cette date, seul le Conseil de sécurité de l'ONU pourra faire appel à l'institution internationale. Au Niger, les habitants sérieusement menacés par d'importantes crues du fleuve Niger refusent de quitter leurs habitations malgré les promesses du gouvernement. Les fortes pluies qui s'abattent depuis juin sur le Niger ont déjà fait 44 morts et plus de 80 000 sinistrés dans tout le pays selon le dernier bilan officiel. Le village de Nenigungu, une île au large de Niamey, est sérieusement menacé par d'importantes crues du fleuve Niger.
Selon les pompiers, les risques de submersion de l'île sont réels, mais ses habitants grondent et refusent leur évacuation malgré les promesses du gouvernement. Nous ne voulons pas être évacués de notre île vers la terre ferme, parce que nous y vivons depuis toujours. Même nos grands-parents sont nés ici, par conséquent, nous ne voulons pas partir. C'est le fleuve qui nous nourrit. Donc, si on nous éloigne du fleuve, nous allons souffrir. Comme les eaux du fleuve ont débordé dans les rues et comme nous ne voulons pas qu'elles inondent nos maisons, nous avons érigé des barrages de sacs remplis de sable afin de dévier les eaux. Ici, nous avons acheté 3 sacs de sable à cet effet. Même sur la digue construite par les autorités, nous avons placé des sacs de sable pour espérer contenir les eaux. Samedi dernier, le ministre nigérien chargé de la gestion des catastrophes avait annoncé un plan d'évacuation de l'île et de ses 4000 habitants. Mais les opérations d'évacuation prévues dimanche ne s'étaient pas déroulées. Pourtant, en quelques jours, des superficies vitales ont déjà été englouties par les eaux qui ne cessent de gonfler. Et la cote d'alerte orange, c'est pour préparer donc la population à prendre les dispositions afin que les dégâts d'inondation soient minimisés. La cote, l'alerte rouge, là, c'est le maximum. Alors, c'est le déguerpissement, c'est le relogement et tout ce qui s'ensuit pour éviter le pire. De nombreuses maisons en argile sont totalement gorgées d'eau et menacent de s'effondrer à tout moment. En 2012, des crues historiques du fleuve Niger, 3e grande fleuve d'Afrique, avaient inondé une partie de l'île, obligeant les autorités à déplacer des centaines de personnes. Crise politique au Venezuela. Le président Nicolás Maduro s'est dit mardi ouvert à un dialogue avec l'opposition. Ceci s'inscrit dans le cadre de la médiation supposée par proposée par l'ex-chef du gouvernement espagnol, José Luis Rodríguez Zapatero, et le président de la République dominicaine. C'est lors d'une réunion de son cabinet retransmise à la télévision que le président vénézuélien a donné la nouvelle d'une prochaine journée de dialogue. Jusqu'ici, aucune confirmation de cette reprise du dialogue n'avait toutefois pu être obtenue à Caracas, ni auprès du gouvernement, ni auprès de l'opposition. Je veux vous annoncer que l'ex-président Zapatero, le président Danilo Medina et le chancelier Vargas de la République dominicaine savent très bien que j'ai été un promoteur de ce dialogue et que j'accepte cette nouvelle journée de dialogue. Je l'accepte sans détour. Une annonce qui a été suivie de celle de l'opposition vénézuélienne qui a confirmé une réunion ce mercredi avec le président dominicain. La coalition de l'opposition de la table pour l'unité démocratique a, à travers un communiqué, informé qu'elle enverrait une délégation pour rencontrer le président Medina afin de présenter les objectifs de la lutte démocratique nationale. Le Venezuela court le risque de sanctions sévères et il est nécessaire pour le gouvernement du Venezuela de donner très vite des signes concrets de sa volonté de relancer les négociations avec l'opposition de façon sincère. Merci de votre aimable attention. Nous vous souhaitons de passer d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.